Chers téléspectateurs de R7, bonjour. Didier Mouini Ivolo, votre présentateur de la chronique. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous présenter la chronique autour d'une thématique combien importante pour notre pays, mais aussi pour toutes les populations africaines. Vous verrez dans le déroulé la thématique autour de ce qu'on appelle la société civile. La société civile, pourquoi ce matin, aujourd'hui, je vous propose de réfléchir tous ensemble, comme souvent les chroniques que je présente, ce sont des thématiques, mais après, il appartient à chacun d'aller analyser, commenter, faire de recherches. Pourquoi je vous propose cette chronique autour de ce thème ou de ce sujet, de ce concept, de cette notion qu'on appelle la société civile? Parce que ces derniers temps, et j'en ai déjà parlé dans d'autres moments, il y a beaucoup de sujets autour des populations congolaises. Vous avez de plus en plus des gens qui attaquent la population congolaise. Vous avez eu tout récemment l'ambassadeur du Rwanda disant que le peuple congolais n'a pas bien compris l'importance des accords signés entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Mais si vous reculez un peu plus loin, vous verrez que dans un des numéros de Jeune Afrique, François Soudan, qui a épousé Arlette Nono Soudan et qui est à la fois donc membre de la famille de Denis Sassou Nguesso, ce qui suppose qu'il y a conflit d'intérêts, parce que lorsque un journaliste est membre d'une famille au pouvoir ou a épousé un des membres de la famille au pouvoir, ce journaliste doit s'abstenir de parler de la politique de ce pays-là. Il faut le savoir que François Soudan, si je ne me trompe pas, je pense qu'il doit être français. Si nous étions en France, François Soudan ne parlerait pas de la politique française dès lors que sa femme est ministre. Pour vous donner un exemple, je crois que c'est Anne Sinclair, il faut vérifier, Anne Sinclair, je crois, lorsqu'elle s'est mise en couple avec Dominique Strauss-Kahn, personnalité politique du Parti socialiste, elle a cessé de parler politique. Et puis, pardon, Marie Drucker aussi, la nièce de Michel Drucker, lorsqu'elle était en couple avec M. Baron, forte personnalité de la droite politique en France, eh bien, Marie Drucker, qui devrait superviser l'élection présidentielle de 2002, si je ne me trompe pas, pour France 2, a été retirée de la liste des journalistes dès lors qu'elle était en couple avec François Baron. Il n'y a que chez nous où vous avez des journalistes qui épousent des hommes et des femmes qui sont très dans la politique et qui viennent donner des leçons. Il faut savoir que les leçons que François Soudan donne aux Congolais, il les donne parce qu'il est membre de la famille de Sassou. Il regardait les mariages des enfants de Arlette Nono Soudan, comment François Soudan est avec Denis Sassou Nguesso. Donc, comment pouvez-vous prendre au sérieux les analyses de François Soudan sur la politique congolaise? Et même mieux, RFI commet une faute professionnelle. J'adore RFI, je suis déjà intervenu sur RFI, mais RFI commet une faute professionnelle en laissant François Soudan critiquer comme ça les hommes politiques congolais sur RFI, sachant que il est juge et parti, puisqu'il fait partie de la famille présidentielle. Bref, c'était en passant. Donc, François Soudan a déjà critiqué les Congolais ou la population congolaise en disant mais Sassou fait de son mieux pour développer le Congo, mais les Congolais ne doivent pas attendre tout de Denis Sassou Nguesso, les Congolais doivent se débrouiller. Et pire encore, le président Denis Sassou Nguesso lui-même, lors de ses voyages au Rwanda, il a félicité la jeunesse rwandaise, il a admiré la jeunesse rwandaise, critiquant en passant la jeunesse de son propre pays, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, comme si la jeunesse congolaise était paresseuse. C'est une jeunesse qui attend tout de l'État et qui ne veut rien faire. Et donc, voilà. Et vous avez comme ça des gens au Congo qui passent leur temps à critiquer la population congolaise, à critiquer la jeunesse congolaise, à saluer, applaudir, féliciter le pouvoir, comme si nous avions au Congo le meilleur gouvernement, pour ne pas paraphraser le philosophe John Locke qui parlait de rechercher le meilleur gouvernement civil, comme si on avait le meilleur gouvernement. Et donc, les deux dernières interventions, au moment où je vous parle, sont signées par notre professeur, il a été mon professeur au département d'histoire, donc Théophile Obenga, et
Asie Dominique de Marseille, qui parle de la jeunesse congolaise, qui parle des Congolais. Le professeur Obenga dit que les Congolais sont experts en tout, ils savent tout, on ne voit jamais un Congolais dire que ça, il ne sait pas, ils analysent tout, ils commentent tout, et puis, comme on appelle, Asie Dominique de Marseille aborde aussi dans le même sens. Je vous laisse suivre. Les jeunes sont arrivés, aujourd'hui on suit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre génération. Au Congo, je me suis, je peux me tromper, je peux me critiquer. Au Congo, Brazzaville, tout le monde est prix Nobel. Tout le monde est diplômé. Tout le monde connaît tout. Tout le monde est savant. Tout le monde est intellectuel. On n'écoute personne. Tout le monde a le prix Nobel de sciences, de mathématiques. C'est un regret, professeur? Ah, mais moi, je ne connais pas. Vous connaissez l'information mieux que moi. Pour que moi, je ne vous écouterai pas. Pour que je vais prétendre que je connais autant que vous. C'est cette prétention. Je n'ai jamais vu un Congolais qui dit que ça, il ne connaît pas. Ils connaissent les douanes par cœur, les transports, la chimie, la physique, les mathématiques, la philosophie. Ils connaissent tout. Tout Congolais prix Nobel. Et ça ne marche pas. Il faut être humble. Ça, je connais. Ça, je connais pas bien. Ça, tu peux m'expliquer, etc. Au Congo, il n'y a jamais ça. Tout le monde parle, on a entendu, au revoir. Tout le monde est savant, tout le monde connaît. Il ne faut pas dire que je ne connais pas. C'est l'une des raisons de nos échecs. Eh bien sûr. Donc, on entend bien le professeur Théophile Obenga avoir quand même une position assez critique vis-à-vis des Congolais, vis-à-vis des populations congolaises qui ont une idée sur tout. Donc, au final, mais ces Congolais, qui sont-ils? C'est quoi ce peuple? D'où vient-il? Et au nom de quoi il se mêle des sujets dont on lui reproche? Pourquoi les Congolais se mêleraient du chômage? Pourquoi les Congolais ne restent pas tranquilles même s'ils n'ont pas d'eau et d'électricité? Pourquoi les Congolais doivent se plaindre plutôt de leurs problèmes de santé? C'est pas grave s'ils sont malades. Ils pourront toujours guérir par des miracles, vu qu'on a beaucoup d'églises, ou sinon qu'ils se laissent mourir. Pourquoi parle-t-il? Pourquoi parle-t-il de tous ces sujets-là? Mais tiens, si les Congolais ne parlent pas de ces sujets tels qu'on leur reproche, mais qui doit en parler? Où sont donc ces gens qui ont droit à la parole? Puisque les autres ne doivent pas se plaindre, peu importe leurs conditions de vie. Mais je voudrais quand même rappeler à tout ce monde que lorsqu'on parle d'une société, prenons la société congolaise dans son ensemble, 342 000 kilomètres carrés, il y a donc une surface, une terre avec les eaux et l'espace aérien. Mais là-dedans, vous avez des individus, 5 millions, 6 millions, peu importe, on est entre 5 et 6 millions d'habitants. Ces gens-là, tous les jours, mais tous les jours, vaquent aux occupations, peu importe le type d'occupation, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Il y en a qui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage. Certains sont encore trop jeunes pour travailler, on l'appelle les mineurs. Certains sont bébés, d'autres sont trop vieux pour travailler, qu'on appelle le troisième âge, les retraités. Mais tous ces gens-là, ils existent, ils vivent. Comme êtres vivants, ils font face aux difficultés, les difficultés de tous les jours. Et donc, vous avez au Congo une catégorie de gens qui ont dit, ne vous inquiétez pas, vos problèmes, je vais les régler, parce que chacun ne peut pas régler seul ses problèmes. Et ces gens, on les appelle tantôt l'État, le gouvernement. L'État se dote d'un gouvernement, d'un parlement, Assemblée nationale, Sénat. L'État se dote des directions, direction générale, de l'éducation, de santé, de l'économie, du commerce, de l'industrie, de l'emploi et autres, des ministères des armées. Et donc, nous sommes ce qu'on appelle une société organisée. Et dans cette société, quand il y a des problèmes, il faut bien chercher des responsables et parfois même des coupables. Donc, dans ce jeu, vous avez d'un côté
ceux qui ont l'argent, alors, je ne vais pas vous citer tous les auteurs parce que je n'en suis pas spécialiste forcément, mais je vous donne quand même quelques idées. Vous avez un homme que j'admire très bien, et Engels disait de lui qu'il était le plus grand penseur des penseurs vivants, qu'on appelle Karl Marx, qui a dit que vous avez d'un côté les capitalistes, c'est-à-dire ceux qui détiennent les moyens de production, et ceux-là utilisent le travail salarié. Et de l'autre, ceux qui ne sont pas détenteurs de moyens de production, mais qui sont exploités par la bourgeoisie, en tout cas le capital, les capitalistes. Et entre les deux, il y a souvent ce qu'on appelle des contradictions, des problèmes. Et j'ai étudié en Chine, les Chinois appellent ça Maotuan. Et donc, ces contradictions-là, pour les gérer, l'État vient en tant qu'arbitre pour dire, moi je me mets au milieu de vous, je vais organiser les choses, je vais régenter, je mets les lois, je mets les dispositions, je mets tout ce qu'il faut pour que chacun puisse se retrouver. Mais le problème, c'est que la bourgeoisie, les capitalistes, ceux qui sont détenteurs des moyens de production, ont tendance à manipuler les politiques, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, pour que les lois qui seront prises soient en leur faveur. Et c'est pour cela que pour inverser la vapeur, pour inverser les choses, Karl Marx demande aux prolétaires, à la classe ouvrière, de prendre possession de cet appareil qu'on appelle l'État, pour que ce soit les prolétaires qui décident de ce qu'il faut faire et qui ne soient plus sous la dictature bourgeoise. Que la dictature du prolétariat s'impose. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort, mais je vous explique un peu comment les choses se passent. Et donc, pour que cela marche bien, vous avez donc les syndicats qui veillent au bien-être des salariés. Vous avez des corporations qui veillent au bien-être des salariés pour que le capitaliste ne fasse pas n'importe quoi et que lorsque l'État veut prendre des lois en faveur du capitaliste, donc de l'argent des bourgeois, eh bien, les syndicats sont là, réagissent pour protéger les salariés. Lorsque un syndicat ne protège pas les salariés, il cesse d'être un syndicat. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez des situations comme celle qu'on a eue avec les terres qu'on a voulu vendre ou donner aux Rwandais? Et comme c'est un problème qui touche tout de suite la population tout entière, eh bien, vous avez souvent la population qui réagit. Et cette population qui réagit dit, mais nous, la société civile, puisque la société civile, ce n'est pas la bourgeoisie, ce n'est pas le monde de l'entreprise, ce n'est pas le capital. La société civile, ce n'est pas non plus les gens qui travaillent, ce n'est pas la classe ouvrière. La société civile est au-delà de la bourgeoisie, le capital, la classe prolétarienne, les ouvriers, les gens qui travaillent. La société civile, c'est tous ceux qui habitent une terre, un pays, et qui sont vigilants. Ils sont vigilants par rapport à ce qui se passe dans leur pays. Peu importe la situation. On ne peut pas reprocher à un peuple de s'intéresser aux problèmes de son pays. Même si le peuple, on pense que le peuple a tort, mais il faut féliciter, il faut encourager que les populations puissent avoir une conscience politique. Nous connaissons tous une phrase en politique, il faut faire la politique pour ne pas la subir. Si tu ne fais pas la politique te fera. L'être humain, c'est un être politique. Je crois que c'est Aristote, le philosophe Aristote, qui parlait du citoyen. Nous vivons dans la cité, nous sommes citoyens, et le citoyen se distingue du métèque parce que le citoyen, c'est-à-dire, il est originaire de sa cité. Pourquoi il est citoyen? Parce qu'il prend part aux activités politiques essentiellement de sa cité. Les métèques, les étrangers, peuvent participer à l'activité économique du territoire, de la cité. Les étrangers peuvent participer à l'activité artistique ou sportive. Mais la particularité du citoyen, comme on dit le citoyen congolais, le citoyen américain, le citoyen français ou chinois, sa particularité, c'est qu'il participe à la vie politique, à la pensée politique. Interdire les citoyens de parler de leur pays, c'est les rendre apatrides. C'est-à-dire, vous êtes en train de leur dire, vous n'êtes pas chez vous.
tous ceux qui disent aux Congolais qu'ils ont tort de parler, oh non, ils sont spécialistes de tout, tous ceux-là protègent le pouvoir et accusent les Congolais de ne pas être chez eux. Mais si le Congolais est citoyen, même s'il a eu une argumentation médiocre, il a le droit de parler. Et c'est ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les populations sur un territoire qui s'intéressent à la vie de leur pays, la vie politique, la vie économique, la vie sociale, le bien-être, le chômage, la santé, même le sport. Mais moi, j'étais émerveillé de voir les Congolais et les Congolaises du monde entier être tristes parce que les Diables Rouges perdent les matchs. Mais on pourrait dire que les Congolais, dans leur misère, dans leur tristesse et autres, mais ils s'en fichent un peu du foot, du sport. Mais non, regardez la réaction des Congolais, mais du monde entier, quand je dis du monde entier, lorsque le Congo perd un match de foot. Regardez la réaction des Congolais du monde entier lorsque nous sommes aux Jeux Olympiques. Comment les Congolais et les Congolaises, surtout les Congolaises, comment elles ont manifesté leur joie en portant les drapeaux congolais. Et ça, c'est quelque chose qui transcende, qui dépasse le raisonnement humain, parce que ça devient mystique, même si je ne suis pas trop fan du mysticisme, mais ça, c'est la conscience nationale. Donc, lorsque les Congolais parlent des problèmes de leur pays, ça suppose qu'ils ont atteint un certain degré de conscience et de maturité politique et nationale qu'ils attendent des gouvernants des réponses aux problématiques de leur pays. Et donc, critiquer cela, c'est perdre de vue, c'est quoi donc l'essence même de ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire la science pour gérer la cité. En parlant de la société civile, mais le Congo n'est pas le premier pays où on parle de la société civile. La société civile n'est pas de création congolaise. Les premières émanations de la société civile, nous sommes au 19e siècle. Nous sommes vers 1820-1823, lorsque vous avez deux Anglais, après l'abolition de la traite négrière dans l'Empire britannique, vous avez donc deux Anglais, notamment si je me rappelle bien, ça doit être M. Quaker Joseph Stark et Lord Henry Brougham, qui vont créer the British Anti-Slavery Society, donc la société britannique de lutte contre la traite négrière. L'objectif était de créer comme ça, en Angleterre, une dynamique, mais vraiment une dynamique qui va faire que les populations de l'Empire britannique puissent être favorables au fait qu'on ne reparte plus vers la traite négrière, que le noir soit libre et que le noir soit considéré comme un citoyen comme tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, pour que les indépendances africaines soient une réalité, les responsables politiques africains, les Kwame Nkrumah, tous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Sékou Touré, ils ont utilisé la société civile. Ils ont utilisé toutes les forces que comptait leur pays. Donc, sans la société civile, les choses n'avancent pas dans n'importe quel pays au monde. Vous avez eu l'exemple de la France avec les Gilets jaunes, où la société civile a réagi face à une décision du gouvernement. Je ne dis pas que la décision du gouvernement était bonne ou mauvaise. Non, je vous explique les faits en tant que quelqu'un qui s'intéresse aux sciences sociales. Donc, à chaque fois qu'un peuple s'est retrouvé en face d'une situation, soit-elle bonne ou mauvaise, défavorable ou favorable, ce peuple a réagi. Je peux même prendre comme référence d'une réaction de la société civile, même chez les Pygmées, en vous citant en référence la thèse de doctorat 3e cycle de Célestin Ngomafutu, paix à son âme, que nous avons connu comme un grand journaliste au Congo-Brazzaville. Mais lorsque j'étais étudiant à la faculté des lettres et des sciences humaines à Bayardel, nous sommes allés avec quelques amis lire à la bibliothèque du Palais de Congrès et je suis tombé sur la thèse de Célestin Ngomafutu et Célestin Ngomafutu a travaillé sur les relations entre les Bantous et les Pygmées. Et c'était assez étonnant de voir que les Pygmées n'ont pas accepté le fait que les Bantous puissent conquérir leurs terres. Les Pygmées ont réagi, ils ont tenté de défendre leurs terres.
Et puisqu'au final, les Bantous ont occupé leurs terres, ils se sont réfugiés dans la forêt et nous, on abuse en les traitant, oh non, ce sont des peuples de la forêt, mais c'est nous qui les avons chassés, nous les Bantous, c'est nous qui les avons poussés. La forêt a été utilisée comme site de défense et de protection pour les pygmées au départ. Et Célestin Gomafutu retrace les chansons des pygmées parmi lesquelles j'étais ébloui de voir que les pygmées ont une chanson qui ressemble mot pour mot à la chanson juive On the River of Babylon, where we sit down and when we remember Zion. Et les pygmées ont aussi des chansons comme ça où ils chantent leur terre perdue, leur terrain de chasse, leur terrain de pêche et de cueillette, parce que occupés par des concurrents bantous. Donc, vous ne trouverez pas, et Théophile Obenga, qui est un grand professeur, il a été notre professeur, vous ne trouverez pas dans l'histoire des populations un peuple qui a accepté d'être maltraité, d'être occupé, qu'on occupe ses terres sans réagir. Ça, c'est pas possible. Partout où il y a eu l'homme, c'est-à-dire l'être humain, homme et femme, il y a eu une problématique, il y a eu une analyse, une explication de l'univers, de la cosmogonie, il y a eu des comportements qui ont été élaborés. Si nous sommes aujourd'hui vivants, vous et moi, tous les Congolais, des 342 000 km², ça suppose que dans toutes nos tribus, dans toutes nos ethnies, nos ancêtres ont su trouver des réponses aux problématiques qui se sont présentées, soit-elles des problématiques venant de la nature ou encore des problématiques sociales et économiques et politiques. Sans quoi, nous ne serons pas là, on allait disparaître. Et ça, tout historien vous le dira. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nier à un peuple le fait qu'il puisse poser sa problématique. Et Théophile Obenga, qui est un grand historien et un égyptologue, il sait très bien que les Égyptiens, le peuple égyptien, si je ne me trompe pas, entre l'Ancien Empire et le Nouvel Empire, s'est révolté pour dénoncer certaines conditions de vie. Et ça fait partie des causes de la fin de l'Ancien Empire. Et on entre dans la première période intermédiaire de l'histoire de l'Égypte antique. Donc, dire aux Congolais aujourd'hui qu'ils ont tort de parler de tout, de réagir et de dénoncer ce qui se passe, je pense que là, on se trompe. Entrons maintenant dans le vif du sujet de notre pays. Et vous verrez comment peut-on reprocher aux Congolais de critiquer le pouvoir. Comment peut-on reprocher à la société civile congolaise? La société civile est représentée par qui? Mais déjà les populations dans leur ensemble. Le Congo est un marché. Et je demande aux diplômés, aux spécialistes, aux professeurs de la faculté des sciences économiques d'animer des réunions, de venir à la télé, expliquer aux Congolais pourquoi le Congo est un marché. Qu'est-ce qu'un marché économique? Les Congolais, c'est des consommateurs, ce sont des agents économiques. Arrêtons d'enseigner seulement les sciences en prenant l'exemple de l'Europe. À partir d'aujourd'hui, il faut enseigner les sciences, mais en prenant notre pays comme des exemples. Les Congolais, c'est des consommateurs, c'est des agents économiques et c'est des agents conscients. Ils ne prennent pas des décisions n'importe comment. Comment se fait-il que dans un pays comme le Congo, nous avons, semble-t-il, une usine ou encore, oui, la Congolaise des eaux. Je vous laisse regarder cette vidéo sur la situation de l'eau au Congo. Nous souffrons pour avoir de l'eau. Nous souffrons. C'est la pénitence, ça. Face au cycle de fourniture en eau potable, en proie depuis plusieurs jours à la pénurie, les habitants des quartiers sud de Brazzaville affluent devant les forages pour s'approvisionner en eau potable et d'autres par contre optent pour le fleuve Congo et la rivière Doué pour leurs besoins physiologiques et d'autres. La carence en eau est un contraste pour le pays qui dispose d'un réseau hydrographique dense. L'eau, c'est la vie. Nous sommes venus à la recherche d'eau. Ça nous fait 2 semaines. L'eau ne coule pas. Comment on ne peut pas arranger la situation de l'eau? Comment tout le temps aller se laver au Doué? Le directeur départemental d'exploitation de la Congolaise des eaux a clarifié les abonnés du déficit dans la fourniture en eau. Pour plus de précision, la zone de distribution A est une zone de distribution qui commence à partir de Sadelmi, du quartier Sadelmi, qui longe la partie affaires étrangères, une partie de Mukondo en hauteur,
la zone de Batignolles, près de 35 à 40% du centre-ville, tous les quartiers Bakongo, Makelekele, Kintsundi et tous les quartiers situés après le pont du Dieu. Ce sont les principales zones concernées par la production du complexe Dieu, qui actuellement est en arrêt de production depuis quelques jours. Les techniciens sont à l'œuvre pour le retour à la normale dans la desserte en eau des abonnés. Depuis quelques jours, nous avons des perturbations de production, perturbations de distribution dans les quartiers zone A de la ville de Brazzaville. Les quartiers zone A regroupent les quartiers sud de Brazza et les quartiers centre de la ville de Brazzaville. Ces perturbations sont dues à un arrêt de fonctionnement du complexe de production d'eau potable du Djoué, qui lui est alimenté en électricité par des postes transformateurs de EKRC qui ont eu des soucis de maintenance. Nous sommes en contact de façon permanente avec eux pour suivre l'évolution et voir comment est-ce qu'ils sont en train d'intervenir. La reprise effective de production de notre unité du complexe Djoué reprendra dès que les travaux que EKRC est en train de réaliser au niveau des postes transformateurs de Kintsundi vont terminer. Le gouvernement est en train de travailler pour pouvoir résoudre les problèmes de sa population pour une bonne distribution en eau au sein de la ville de Brazzaville. Outre les quartiers sud de Brazzaville, l'accès à l'eau se pose avec acuité il y a quelques mois dans d'autres zones telles que le Bled, Kombo, Massengo et lycée Thomas Sankara. Vous venez de voir ces images. Les populations, on peut dire de Brazzaville, mais on peut par extension considérer tout le Congo. De la Sangali-Kuala jusque dans le Kwilu, des plateaux jusque dans la Légoumou. Nous avons la même situation avec l'eau. Et vous avez écouté le raisonnement du directeur départemental. Est-ce que c'est un raisonnement qui peut rassurer les populations? Nous avons un réseau hydrographique en eau douce que tout le monde nous envie. Il y a des pays aujourd'hui qui font face à des sécheresses. Mais nous avons encore un réseau hydrographique. Donnez-moi un seul village au Congo où vous n'avez pas une rivière. Donnez-moi un département congolais où vous n'avez pas un ou deux fleuves. Et comment, techniquement, puisque Théophile Obenga dit les Congolais sont spécialistes de tout, alors là, il faut que les spécialistes viennent nous expliquer avec les techniques actuelles, avec l'état actuel des connaissances dans la production d'eau potable. Qu'est-ce qui explique la médiocrité de la Congolaise des eaux? Appelons un chat, au lieu de critiquer ces pauvres mamans, ces pauvres populations qui souffrent. Mais il faut plutôt critiquer la Congolaise des eaux qui est incapable de nous fournir de l'eau potable alors qu'il y a des rivières partout. Il faut qu'il nous explique quelles sont les techniques les plus simples utilisées par tous les pays du monde. Et vous savez, moi je suis quelqu'un qui prône l'universalisme de la science. Puis, il y a maintenant, je crois vers 2010, j'avais écrit un article sur le site, je crois, de l'UPADES, où je disais pi égale à 3,14 et cela vaut pour le monde entier. Mais l'eau potable, et c'est l'eau potable. Est-ce que vous avez la formule d'eau potable pour le Congo et une formule d'eau potable pour la Chine, une formule d'eau potable pour les États-Unis? Non, l'eau potable, c'est l'eau potable. Donc, les procédés de fabrication de l'eau potable sont les mêmes partout dans le monde. Il y a peut-être 2, 3, 4 procédés, mais ce sont les mêmes. Alors, il faut que la Congolaise des eaux nous explique pourquoi, vu l'état actuel des connaissances en production d'eau potable, c'est-à-dire production, stockage, transport, livraison dans les ménages pour que les gens consomment, pourquoi aujourd'hui le Congo reste médiocre? Ne nous racontez pas l'histoire, ouais, mais vous savez, non. Deuxième exercice, l'électricité. Quel est l'état actuel des connaissances dans la production, le stockage, le transport et la livraison de l'électricité dans les ménages pour que les populations puissent être bien éclairées, en bonne santé? Vous savez, l'eau et l'électricité, je peux extrapoler, mais l'eau et l'électricité, ça fait partie de la santé publique. Quelles sont les conséquences pour la santé des Congolais lorsqu'on utilise le pétrole lampant? Mais le ministère de la Santé, le CHU qui est un hôpital universitaire,
les étudiants en médecine, mais ils peuvent faire des thèses là-dessus, on peut faire des recherches scientifiques là-dessus. Les conséquences du pétrole l'ont pas dans nos maisons. Ça crée du dioxyde de carbone, je ne sais pas quel. Mais ça, est-ce que c'est bon pour la santé des gens? Donc, l'électricité va prolonger la vie. L'électricité fera que l'atmosphère dans nos maisons soit propre. Puisque le pétrole qui brûle dans nos maisons crée du dioxyde de carbone. Les chimistes peuvent me dire si je me trompe, c'est pas grave, mais ce pétrole qui brûle, ça crée des maladies. Et nous avons toujours des problèmes avec nos poumons. Nous avons toujours des problèmes de tout. Nous avons toujours telle ou telle maladie. Et l'eau qui est impropre, vous venez de voir dans la vidéo, les gens vont puiser l'eau du fleuve. Mais l'eau du fleuve, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? L'eau propre n'est pas l'eau potable. Je vous récite les cours qu'on a appris à l'école primaire et au collège. L'eau propre n'est pas l'eau potable. L'eau peut être propre, mais impropre à la consommation. Quelle est la responsabilité du gouvernement? Quelle est la responsabilité de Denis Sassou Nguesso lorsque son pouvoir et les services spécialisés de son pouvoir, comme le directeur départemental, dans l'incapacité de fournir l'eau et l'électricité, alors que nous sommes dans un lieu où on ne peut pas manquer d'eau potable et créer de l'électricité entre les barrages hydroélectriques, l'éolien et les panneaux solaires. Mais 5 millions d'habitants. La Chine donne l'électricité à plus d'1 milliard d'habitants. Et nous sommes incapables de donner l'électricité à 5 millions d'habitants. Et vous dites qu'on a un président, qu'on a un premier ministre. Et lorsque je demande les débats publics, les gens fuient. Mais débattons. Moi, je veux bien débattre avec le directeur départemental de la Congolaise des eaux. Je veux bien débattre avec le ministre de l'énergie ou peu importe celui que vous voulez, avec le premier ministre, ou mieux encore. Mais pourquoi on ne crée pas des débats entre Clément Mirassa, M. Gavé, qui sont de l'opposition radicale, avec les Tati Madiala et son équipe, qui sont de l'opposition parlementaire, Yuki, Mounari, et puis le pouvoir, pour éclairer les Congolais. C'est trop facile de prendre un micro et de critiquer. Je demande que les gens débattent devant les Congolais pour qu'on sache qui sait et qui ne sait pas, qui est compétent et qui ne l'est pas. On nous parle de manque de moyens. Vous venez d'entendre ces gens qui se plaignent de problèmes d'eau. C'est sans eux la société civile. C'est normal, ils n'ont rien. Dites-moi, quand vous regardez le président Denis Sassou Nguesso, quand vous regardez Thierry Mongala, quand vous regardez Christelle Sassou Nguesso, Coline Makosso, je vous demande de leur poser la question. Les journalistes congolais, vous êtes où? Un journaliste politique, un journaliste d'investigation ne fait pas des cadeaux. Il ne vient pas chanter le louange d'un président. Il le pousse dans ses retranchements. Nous sommes un pays pauvre. On n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de moyens pour donner l'eau et l'électricité à tout le monde. Mais comment font nos ministres pour avoir des costumes à 6 000, 10 000, 12 000 euros? Si je vous ai montré la photo du président de la République, parce que le président de la République, est-ce qu'il peut nous dire combien coûte son costume? Combien coûte sa chemise? Combien coûte sa cravate? Combien coûte sa montre? Combien coûtent ses chaussures? Combien coûtent ses chaussettes? Lorsque le président congolais, le président Denis Sassou Nguesso s'habille pour sortir, quand vous le voyez habillé comme ça, il a au moins 30 000, 40 000 euros sur le corps. Est-ce qu'un pays pauvre, le président peut s'habiller en portant une montre à 8 000 euros, même à 2 000 euros? Comment s'habille le chef de l'État d'un pays qui se dit pauvre, où les gens n'ont pas l'eau et l'électricité, où les populations n'ont rien à manger? Quel est le prix que nous, en tant que société civile, nous acceptons pour l'habillement d'un ministre? Je vous donne un exemple. Il y a eu un débat en France avec Mme Rachida Dati, ministre de la Justice. On apprend que Mme Dati, en 3 mois, a explosé le budget du ministère de la Justice pour l'habillement du ministre. Et donc, conflit avec le comptable du ministère qui refuse de valider certaines factures puisqu'on n'a plus l'argent. Là, on est dans un pays riche, développé, où nous allons chercher l'argent, où nous, on va chercher l'aide publique au développement. Et chez nous, Christelle Denis Sassou Nguesso, il y a Libération a fait des publications là-dessus, qui répond à la police française, qui lui reproche en 5 ans d'avoir dépensé en 5 ans plus d'1 million dans les chemises
cravate, manchette. Réponse de Christian Denis Sassou Nguesso, je ne mets qu'une seule fois la chemise. Tout le monde se rappelle de cette phrase-là. Pays pauvre. Pays pauvre. Et à l'époque, il n'est pas ministre. Pays pauvre. Mais vous avez des ministres, des hommes qui sont au pouvoir qui vous disent, mais moi, un costume, je mets une seule fois et je mets à la poubelle. Est-ce que Bill Gates, il met une seule fois sa veste? Est-ce que le pape porte une seule fois une soutane? Est-ce que le président américain vous a dit qu'il met une seule fois la chemise? Au Vatican, il y a une buanderie pour laver les habits du pape. Il y a une buanderie à la Maison-Blanche. Il y a une buanderie à l'Élysée. Il y a une buanderie chez le président chinois. Mais les Congolais doivent accepter que leurs responsables vous disent je ne mets qu'une seule fois une chemise et puis à la poubelle. Et ça, on ne critique pas, on ne condamne pas. Mais on condamne les Congolais qui se plaignent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Est-ce que c'est ça faire la politique? Quels sont les exemples de la société civile que nous avons au Congo? Alors, inutile, je ne donne pas les points. J'ai pris quelques exemples pour que nous puissions comprendre. Ce monsieur Amédée Dello Louembe, comme d'autres, que je peux vous laisser voir aussi, Amédée Dello Louembe, Nadège Congo, mais vous avez comme ça beaucoup de Congolais qui ne sont pas dans des partis politiques, qui ne sont pas des responsables politiques, mais qui dénoncent et ils ont raison. C'est ça la société civile. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. À travers cette vidéo, je viens m'adresser à M. Fils Obami Etou, patron adjoint de la police nationale, et à M. Servé Akwangé, patron de la gendarmerie nationale. À ces deux jeunes généraux, je dis que nous avons rempli toutes les conditions exigées par M. Pierre Séber Onanga, préfet de Brazzaville, pour que nous nous servions de notre droit de marcher dans les avenues et rues de Brazzaville contre l'occupation anarchique de nos terres par les méchants Rwandais. C'est-à-dire des gens qui dénoncent certains dérapages. Un peuple ne peut pas passer son temps à applaudir la médiocrité. Patrice Talon, qui n'est pas pointé par la presse internationale comme celui qui détourne l'argent de son pays, interdit les Béninois de chanter le louange à son nom. Il a interdit que les musiciens puissent chanter la gloire des ministres et il refuse les marches en sa faveur. Parce qu'il dit que nous prenons souvent des décisions impopulaires. Je ne veux pas tomber dans le culte de la personnalité et dans l'hyper-présidentialisme. Mais chez nous, on est content. Quand on appelle notre président empereur, il est content. Quand on flatte son ego, il est content. Il adore les décorations. Il est nommé prince. Il donne 300 milliards, semble-t-il, aux Ivoiriens. Au lieu de récupérer cet argent pour le Congo, il se contente d'un titre honorifique de prince Agdobé ou je ne sais pas quoi. Il est content. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez des structures de la société civile qui défendent le droit des Congolais de bien vivre dans leur pays. Vous avez la société civile qui ne ménage pas son effort pour retrouver les 14 000 milliards de francs CFA. Moi, j'aimerais entendre Théophile Obenga là-dessus. J'aimerais entendre Asie Dominique de Marseille sur ces sujets-là. Comment un pouvoir qui déclare lui-même avoir 14 000 milliards pour les générations futures, aujourd'hui cet argent a disparu et c'est les Congolais qu'on blâme. Dépôt d'une plainte ce 31 juillet 2023 devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville contre X avec constitution de partie civile pour détournement et pillage présumé de fonds publics. Suite à la disparition, comme vous le savez tous ou presque, de 14 000 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars américains, issus des recettes excédentaires des revenus pétroliers réservés pour les générations futures. La plainte a été déposée par la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers regroupant des personnalités indignées et une dizaine d'organisations non gouvernementales des droits humains, dont l'OCDH, MCC, CDHD, RALBOL, ARPA2DH et M22. Dans le cadre du mandat de la société civile au titre du contrôle citoyen de l'action publique, la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers au Congo-Brazzaville vient de déposer devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville une plainte contre X
avec constitution de partie civile pour détournement et pillage de présumés fonds publics. Comme vous le savez, le 12 août 2006, le président de la République, devant le Parlement réuni en Congrès, annonçait l'ouverture d'un compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, afin de déposer pour le compte des générations futures les recettes excédentaires issues de l'augmentation de la production pétrolière et du fait de la forte hausse du cours du pétrole sur le marché international. Ce compte, qui a toujours été alimenté, avait engrangé au cours des 10 premières années un dépôt estimé à 14 000 milliards de francs CFA, soit environ 25 milliards de dollars américains. Ce montant a été confirmé par des interventions des officiels congolais, y compris le président de la République lui-même. Or, à ce jour, cette épargne destinée aux générations futures serait portée disparue, sans même que les générations présentes n'en soient informées ni rassurées de sa bonne gestion. Plus aucune autorité constituée de la République du Congo n'en évoque l'existence actuellement. Or, aucun acte administratif ni législatif n'a annoncé la suppression de ce compte de stabilisation. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. C'est la réponse à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo-Brazzaville à travers le monde pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Pétition lancée par 3 citoyens congolais lors d'une conférence de presse le 20 mai 2023 à Brazzaville. Donc, vous avez certaines structures de la société civile qui ne ménagent aucun effort pour retrouver les 14 000 milliards et qui portent même plainte pour que cet argent soit rétrocédé au Congo. Vous avez MCC, vous avez l'OCDH et vous avez Ras-le-Bol qui font un travail énorme au titre de la société civile. Ils ne font pas ça parce qu'ils sont contre X ou Y, mais parce qu'il faut protéger les finances publiques. Je vous ai déjà longtemps parlé des finances publiques. Vous avez à travers l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, on a connu Y'en a marre, on a connu, je crois c'est au Gabon, où publiez ce que vous payez. Vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme, vous avez Transparency International, qui toutes luttent. Les populations vivent bien là où elles sont. Il faut savoir une chose. Ce que fait MCC, ce que fait l'OCDH, ce que fait Ras-le-Bol, ce n'est pas pour l'intérêt de leurs responsables. La société civile, les structures qui essaient d'animer la société civile, c'est-à-dire donner aux populations les moyens de se défendre contre le capital et contre les politiques, c'est ça la démocratie. Dans un pays qu'on dit démocratique, vous avez le capital et les patrons, le patronat. Le patronat a raison de dire nous recherchons la maximisation de notre profit. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont raison, ils ont investi, ils attendent un retour. Mais vous avez aussi les syndicats qui disent oui, vous avez raison de protéger vos intérêts, mais nous protégeons les intérêts des salariés. Eh bien, posez-vous la question, lorsque vous avez des arriérés des salaires et que les syndicalistes sont muets, est-ce que réellement vous avez des syndicalistes? Vous avez la presse. La presse, son rôle, ce n'est pas d'être du côté du pouvoir, de l'opposition ou de la société civile. La presse est neutre. Et c'est un pouvoir neutre qui analyse selon ses propres mécanismes. Et les journalistes vont pousser les gens dans leur retranchement. Je vous laisse suivre une contradiction majeure et qu'aucun journaliste au Congo n'a relevée. L'entrevue entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue chinois Xi Jinping a porté entre autres sur la coopération sino-congolaise, la dette insoutenable vis-à-vis de la Chine qui empêche le Congo de poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international FMI. C'est pour cette raison que Denis Sassou Nguesso a sollicité auprès de Xi Jinping le rééchelonnement de la dette. À cet échange auquel on prépare les experts des deux pays et quelques membres du gouvernement, le ministre des Finances et du Budget, Roger Rigobert Ondeli, a donné les détails sur cette dette tout en saluant le raffermissement de la coopération sino-congolaise
à travers le succès de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, BESCA. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya, à ma gauche, est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Deux choses. Un, le ministre Ondeli qui dit on a construit les infrastructures sur la dette chinoise. OK. Mais Colina Makosso, Premier ministre, qui vient dire ah, mais vous savez, toutes les infrastructures ont été construites sur fonds propres des grands travaux. Mais entre les deux, qui est menteur? Et dans les deux cas, les journalistes ne relèvent rien, zéro pointé. Mais un vrai journaliste, mais il va renvoyer, il rappelle Bouya. Je vous dis, mais monsieur Bouya, vous êtes avec Ondeli, vous dites que c'est la dette chinoise. Et vous êtes avec Colina Makosso, vous dites que c'est les fonds propres. Et sur les deux cas, il est content. Mais ce monsieur doit souffrir de la schizophrénie. Il doit avoir une double personnalité. Et notre gouvernement a une double, triple, quadruple personnalité. Parce qu'à chaque fois, ils vous disent une chose, son contraire, le contraire du contraire. Mais le problème, c'est que les journalistes écoutent ça et ils ne relèvent pas, ils ne les bousculent pas. Et on vient reprocher aux Congolais qui critiquent. On vient reprocher aux réseaux sociaux. Et même des grands intellectuels commencent à attaquer le peuple congolais en disant « Mais le peuple veut dire quoi? Il sait tout, il critique tout, il est spécialiste. » Mais qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Et entre-temps, excusez-moi d'être concret là-dessus, entre-temps, on apprend que le conseiller économique, je crois si je ne me trompe pas, de Denis Sassou Nguesso, c'est Louis Bakabadio, professeur en économie, grand maître au Congo, et qui a un doctorat 3e cycle en économie politique, mais qui vient à la télé expliquer les choses. Qu'est-ce que vous faites si la médecine est en panne? Mais vous allez voir l'Inganga. La preuve, on apprend qu'un général a été victime de vol, mais comme il ne fait pas confiance à sa justice et à sa police, il a préféré aller chercher des féticheurs à Kinshasa. Voilà l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui au Congo. Nous sommes dans un état où plus rien ne marche, la population est totalement désemparée, perdue, et le pouvoir est incapable de donner des réponses crédibles. La société civile ne peut pas être blâmée. Les populations ne peuvent pas être blâmées au motif qu'ils critiquent le pouvoir, ils demandent les comptes. C'est la responsabilité du gouvernement de structurer le travail de l'État, de sécuriser les finances publiques et de mettre en place les politiques publiques pour que nous puissions attirer les investisseurs. Or, très souvent, on nous fait venir des investisseurs qui ne sont pas investisseurs et qui viennent piller notre richesse. Je vous laisse regarder. Ce nouvel espace dénommé Soukali Food Center, autrement dit Malewa Moderne, est une chaîne de restauration congolo-singapourienne, un cadre idéal permettant à la population des différents quartiers de Brazzaville de se retrouver en combo, précisément en face de l'hôpital de référence de Diri, 9e arrondissement de la capitale, sur la voie principale et à proximité de l'arrêt de stationnement des moyens de transport en commun, de déguster la variété des mets proposés tant locaux qu'internationaux, préparés par des spécialistes en art culinaire. Cet espace, qui est le fruit d'un travail acharné, d'une jeunesse engagée, a construit et a développé notre pays, marque une étape importante dans l'évolution de notre commune d'Iri. Pour ce qui concerne les valeurs du projet Soukali, nous retiendrons qualité et excellence, communauté et inclusivité, innovation et durabilité, autonomisation et création d'emplois. Quant à ce qui concerne les offres, la première des aires de restauration qui propose 6 stands de restauration, vous le constatez en image, et un bar
servant certains plats locaux et internationaux les plus raffinés à la portée de toutes les bourses. L'initiative de mettre cet ouvrage est saluée à sa juste valeur par la mairesse de Diri. Ce centre est bien plus qu'un simple lieu de restauration. Il incarne la volonté de moderniser, d'innover et de promouvoir la qualité de vie de nos populations. Je loue la volonté intrinsèque du promoteur et des investisseurs de ce projet qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet ouvrage d'envergure. Soukali Food Center, qui n'était qu'un projet il y a de cela quelques mois, est désormais opérationnel pour les usagers désireux de savourer les plats du pays dans des conditions hygiéniques idéales pour les Brazzavillois. Le ruban symbolique a été dévoilé par le ministre en charge de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, vous voyez dans cette image, Christelle Denis Sassou Nguesso avec un Asiatique. Allez chercher sur Internet, vous verrez que ce monsieur n'est pas un investisseur. Les seuls articles sur ce monsieur, c'est les articles suite à Soukali. Et la journaliste et Christelle Denis Sassou Nguesso, ils sont contents de dire que Soukali va régler le problème alimentaire au Congo. Mais on se moque de qui? Peuple congolais. Dans quel pays un fast-food a réglé le problème alimentaire de tout le pays? Un fast-food. Même les Américains qui sont les champions de fast-food, McDo, KFC et Quick, vous n'avez jamais vu un responsable américain, un ministre américain dire que grâce au fast-food, on va régler le problème alimentaire du pays. Les fast-food, c'est la malbouffe. Dès qu'on vous dit fast-food, c'est malbouffe. Au contraire, ce monsieur vient poser des problèmes de santé publique au Congo. Parce que qu'est-ce que c'est? Et on donne le nom Soukali, sucre. Mais le sucre est un danger pour le corps humain. On voit bien que on vient détruire les Congolais et piller leurs richesses. Parce que ce monsieur qui n'est pas un investisseur dans son pays, comment fait-il pour être investisseur au Congo? Puisque j'ai regardé sur le site de son pays, il n'est pas reconnu comme investisseur. Deuxième exemple du pillage du Congo. Je vous laisse regarder. Elle peut désormais dérouler ses activités en toute quiétude en terre congolaise. La société chinoise Xionghi Congo a reçu quitus du gouvernement congolais pour investir dans la valorisation des bois de plantations forestières domaniales. La convention y relative a été actée ce 30 août à Brazzaville entre la ministre de l'économie forestière et le directeur général de cette société. Impliquant 3 départements du Congo, notamment le Poul, la Lekumu et le Niari, ce projet affiche des indicateurs techniques prévoyant entre autres la création de plus de 2000 emplois et bien d'autres selon la présentation faite ici par le directeur général de l'économie forestière. À travers cette convention, dont la durée est fixée à 20 ans, la société Xionghi Congo se propose tant à l'exploitation qu'à la transformation ou à la reforestation. Ce qui suit, l'ensemble des investissements prévisionnels à consentir se chiffre à plus de 15 milliards sur une période de 5 ans. Prévoit créer près de 200 emplois, ce qui va permettre de résorber tant soit peu le chômage des jeunes. Installer une unité de transformation de bois issue des plantations et des autres sites. En devenant l'un des partenaires forestiers du Congo en matière de valorisation, d'exploitation ainsi que de transformation de bois, Xionghi Congo voit en cette initiative sa volonté de contribuer à l'assiette socio-économique du Congo. Ce jour historique est le début de notre engagement à mettre en valeur les ressources des forêts plantées du PK45 et de Malolo d'une part et l'afforestation des terrains nus de la zone Obili d'autre part. En plus de l'investissement consenti et à consentir comme conclu dans le cahier de charges, la société Xionghi Congo participera au développement socio-économique par la création d'emplois. Qu'est-ce qu'on voit? La ministre de l'économie forestière et son directeur sont contents de signer une convention avec des investisseurs chinois, convention de 20 ans,
La journaliste parle de 2000 emplois créés, vous avez entendu. Mais sauf que le directeur et la ministre parlent de 200 emplois. D'accord? Mais le problème, c'est que ces 200 emplois sur 20 ans, sur 3 départements, c'est-à-dire qu'on va donner nos forêts, l'Alekumu, le Poul et le Niari aux Chinois, qu'ils vont exploiter pendant 20 ans, et sur 20 ans, ils ne vous créent que 200 emplois. J'ai dit tout de suite, il faut vous soulever face à ça. Cette convention doit être supprimée, annulée. Si les ministres au Congo et leurs directeurs généraux et centraux ne savent pas négocier dans l'intérêt du Congo, ils laissent tomber, qu'ils nous appellent, nous viendrons négocier. Allez dire au président chinois, au président français, au président américain, à Poutine, que tel investisseur étranger vient investir chez toi pendant 20 ans. On lui donne une concession de 20 ans et en 20 ans, il va créer 200 emplois. Vous allez voir s'ils vont signer. Vous allez voir s'ils vont signer. Mais c'est quoi cette médiocrité? C'est quoi cette médiocrité? Asie Dominique de Marseille, le professeur Théophile Obenga, je vous pose la question. Est-ce qu'un ministre, et si cette convention est signée, ça veut dire que Koliné Makosso est d'accord, Denis Sassou Nguesso est d'accord. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut accepter au Congo une convention sur 20 ans avec à la clé 200 emplois seulement sur 3 départements? Donc, 3 emplois par département par an. Le pire, c'est qu'ils vous disent, comme ça, on va régler le problème du chômage des jeunes. Ah bon? 200 emplois sur 20 ans et vous réglez le problème du chômage des jeunes. Mais vous voyez bien que ces gens qui nous dirigent sont d'une telle médiocrité, mais le pire, c'est qu'ils nous font honte. Ils nous font tellement honte à l'étranger. Parce que, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais des fois même, ils se pincent en se disant, mais vous êtes sûr qu'ils ont signé? Même entre eux, ils se pincent. Je vous assure, ils se pincent en disant, mais vous êtes sûr qu'ils ont signé? Et même quand ils vont rendre compte à leur gouvernement, le gouvernement chinois va dire, mais vous êtes sûr? Mais nous, on a eu quand même des étudiants congolais ici qui étaient brillants. Mais comment fait ce gouvernement? Mais où sont ces Congolais qui ont étudié aux États-Unis, en France, en Chine, en Russie, dans tous les pays qui connaissent les choses? J'ai été choqué. Je demande, mais vraiment, que toute la classe politique, que toute la société civile se lève contre ce contrat. On ne peut pas livrer les forêts du Poul, les forêts de la Lekumu, les forêts du Niari pour 3 emplois par an, alors que eux, ils vont engranger des milliards. Je demande qu'il y ait de la transparence, que tout ça soit publié. Nous pouvons décortiquer ces conventions. Quel est le cahier de charge? Quel est le cahier de charge? On est en train de vendre notre pays aux étrangers, mais en fait, c'est des étrangers médiocres qui viennent en complicité avec les dirigeants pour piller les ressources du Congo. Et même quand il s'agit du pétrole, vous avez la même réalité. Je vous laisse regarder cette femme qui se plaint. Mazenga yobilima papa miaka china dikami. Miaka ngeke gratte. Mzuti nyoska kumunge makwanza. Dosingeke vena swana nzutu bakazo même chingeke na sida. Déjà, pour commencer, moi, je suis à Brazzaville. J'ai eu cette information. J'ai fait le déplacement pour Pont-Nord. Je suis allé à Tiamantassi, le département. Et quand j'arrive sur place, je rentre en contact avec le chef du village, particulièrement le village de Caillou, où j'étais en premier. Et là, déjà, quand je parle avec le chef, qui appelle d'autres personnes du village, qu'est-ce qu'il fait en premier? Les gens de ce village, ils m'emmènent voir le pétrole brut qui tombe en plein cœur du village même. C'est-à-dire les camions qui transportent le pétrole fait tomber des déchets de pétrole dans le village. Bantu bwala vraiment betu na kutala pasi na kompani ya wingwa. Talaba mamba bana kukwenda sala betu na nzile. Babimi nyote dege mvuluke noka yake na kudescendre yake kwa China bamaza. Bamaza ke gaspiller. Donc betu zabe ve wafa so betu vivre na bwali ai. Na kuvivi na babane bake no maza ya fasi ai. Wafa so betu vondila. Est-ce que betu zo malade ou bien betu zo malade? À la rivière Sabi,
qui est au Sabi aussi, c'est le nom d'un autre village à côté. Là aussi, j'ai vu des femmes, bon, déjà, elles faisaient leur manioc dans cette rivière qui est polluée, il faut le dire, parce que l'eau de cette rivière n'a plus la même, en fait, n'est plus la même depuis, quoi. Eux, ils font leur manioc là, quand tu leur demandes à côté, tu leur demandes, mais en faisant le manioc, vous ne pensez pas que vous, c'est dangereux pour les gens qui achètent, c'est pas, et tout, ben, les femmes disent carrément, ben, nous, si on le fait pas, on va pas manger, on est obligé de le faire. Donc, on le fait là, on sait tous que la rivière, elle est polluée, on demande à l'entreprise Wingwa de nous mettre des fourrages, ben, les Chinois ne font rien, donc nous, on doit trouver comment nourrir nos familles et tout. Donc, raison pour laquelle nous, on continue de faire pour cette rivière, malgré que le constat est vraiment énorme. Oui, c'est un rapport positif. C'est bien qu'on ferme. Mais il faut le rappeler, le ministre antérieur, le ministre des hydrocarbures passé dans cette entreprise en janvier 2019, il a donné des recommandations qui a été pratiquement pas respectées par les Chinois. Là, on a suspendu. Ok, c'est une note qu'on a signée à Brazzaville, c'est bien, mais bon, l'application. C'est bien que les autorités prennent des décisions, que la ministre de l'Environnement a eu à prendre, mais ça serait mieux encore si ils vont sur le terrain fuir cela. Regardez comment ces industries sont en train de polluer les terres. Cette femme dit bien, même quand elle se lave, elle se gratte. Bon, elle est allée un peu plus fort, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous dise? Donc, lorsque Sassou va quitter le pouvoir, quel pays nous allons avoir? On nous a dit qu'au Vatican, il y a ce qu'on appelle la chambre des pleurs. Eh bien, sachez-le, le futur président du Congo, s'il est sincère, il est sérieux, il a la conscience nationale pour développer le Congo, je pense qu'on va lui laisser 3 mois de pleurs, qu'il pleure d'abord. Parce qu'il va ramasser une situation nationale catastrophique à tous les points. Sur le plan politique, c'est catastrophe. Sur le plan économique, c'est pas la peine. Sur le plan social, c'est le drame. Moi, mon rôle, c'est d'éveiller les consciences, de vous faire comprendre que nous avons tout intérêt à nous soulever contre ce pouvoir. Les différentes vidéos que je viens de vous montrer nous disent suffisamment que ça suffit. Ce pouvoir est d'une médiocrité maladive. Ils signent des contrats qu'ils ne lisent pas, qu'ils ne savent pas lire, qu'ils ne savent pas interpréter. Et je suis quasiment sûr qu'il s'agisse des terres avec le Rwanda, qu'il s'agisse de l'huile de palme à Ouesso, qu'il s'agisse de ce document que je viens de vous montrer avec la ministre de l'économie forestière qui ne comprend rien. À l'entendre parler, vous savez bien qu'elle ne comprend rien. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font parce que peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment formés ou peut-être qu'ils n'ont pas une conscience nationale assez développée pour livrer comme ça aux étrangers notre pays. Eux-mêmes, ils touchent quoi? Parce que moi, je me dis, il y a deux choses. Soit ils sont incompétents, mais qu'ils s'entourent des compétences. Les compétences au Congo, il y en a. Les gens qui sont amoureux du Congo et qui veulent protéger le Congo, ça existe même au Congo ou à travers le monde. Ou soit ils sont corrompus. Parce que je ne peux pas m'expliquer qu'une ministre puisse s'asseoir, signer une convention avec des investisseurs étrangers où on lui promet 10 emplois par année sur 10 ans, sur 20 ans plutôt. Et elle signe. Soit c'est l'incompétence, soit c'est la corruption, eh bien, il lui appartient de répondre. Et je demande, même les députés du PCT, mais vous défendez quoi en tant que Parlement? Puisque vous condamnez la société civile à travers les réseaux sociaux, de condamner, d'attaquer, de commenter, mais vous, même en tant que député du PCT, vous avez le droit de contrôler le gouvernement et de voter les motions de censure si à la fin de l'année, le gouvernement n'a pas atteint ses résultats. La particularité du pouvoir de Sassou, c'est quoi? C'est le seul pouvoir au monde qui conjugue tous ces verbes au futur. 27 ans, toujours le futur. Futur proche ou futur lointain, chez eux, je ne sais plus. Mais regardez toute la communication du gouvernement, toujours au futur. Les verbes sont toujours au futur. Que ce soit Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, Christelle Denis Sassou Nguesso, Colline Makosso, tous les ministres, tous conjuguent les verbes au futur. Le directeur qui vient vous parler de l'eau, il conjugue les verbes au futur. Le directeur de l'électricité, il conjugue les verbes au futur. Mais à quel moment vous allez être dans les réalisations? À quel moment on va se dire, on avait fait tel programme,
pendant tant d'années, aujourd'hui, voilà le résultat. Et on apprécie le résultat. C'est ça la méthode scientifique. On a une idée, on transforme l'idée en projet, on met en place les mécanismes pour réaliser le projet et on évalue les projets et on regarde les écarts. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment on fait et comment on corrige. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave, mais comment on corrige? Et si ça a marché, eh bien, comment faire mieux? Mais vous prenez secteur par secteur, ça ne marche pas au Congo. Nous avons le plus grand fleuve du monde après l'Amazone. Il n'y a aucune politique pisciculture pour que le poisson du fleuve puisse nourrir tous les Congolais et régler les problèmes de l'alimentation. Ce sont des politiques agricoles, ce sont des politiques agroalimentaires ou d'agro-industrie qui règlent les problèmes alimentaires. Ce n'est pas un fast-food. C'est une vraie politique de formation professionnelle et d'insertion professionnelle des jeunes et de la population qui règle le problème du chômage. Ce n'est pas en signant une convention pour piller nos bois. On voit bien que ces gens-là ne réfléchissent pas. Denis Sassou Nguesso, pendant la campagne présidentielle, nous a promis un méga projet. Mais où est ce projet? Ce projet est passé où? Au lieu de matérialiser son projet de méga agriculture, il y a néné, il y a agriculture, il y a grave, comme il avait dit, et il veut vendre nos terres aux Rwandais. Et on veut que la société civile puisse applaudir. Non, ce n'est pas possible. La personne à blâmer, c'est Denis Sassou Nguesso, mais pas le peuple congolais. Sachez le peuple congolais, je serai toujours de votre côté. Le CRC sera toujours de votre côté. Les organisations de société civile seront toujours de votre côté. MCC sera toujours de votre côté. L'OCDA sera toujours de votre côté. Y en a marre sera toujours de votre côté. Ras-le-bol sera toujours de votre côté. Nous sommes d'abord pour la défense des intérêts collectifs. C'est ça la définition de l'État. L'État est là pour la défense et la protection des intérêts collectifs. C'est-à-dire, l'État est là pour collecter les impôts, les taxes, pour sécuriser les finances publiques, de sorte que le moindre centime de franc CFA qui entre au trésor ressortira dans l'intérêt collectif des politiques publiques et des politiques sociales. Mais notre trésor public, mais vous écoutez vous-même l'information, lorsque les institutions, les ONG disent que les enfants du président puisent dans le trésor public, vous savez, M. Versace, il a un peu initié la lutte contre les biens mal acquis. M. Versace, allez regarder sur Internet. Mais les Nguesso et les Bongo ont porté des plaintes à M. Versace. Mais très souvent, la veille du procès, les plaignants retirent la plainte. Libération, le journal en France Libération a fait des publications sur le pillage des finances au Congo. Pourquoi les Nguesso, les Sassou Nguesso ne portent pas plainte? Parce qu'ils savent qu'il y a des preuves qui existent. Libération donne les références des plaintes. On arrête le chauffeur de Christelle Denis Sassou Nguesso avec des centaines et des milliers d'euros dans ses poches, dans leur costume. Lisez ces journaux-là, mais vous allez être sidérés. Et ça, on ne critique pas. Mais c'est Sassou qui favorise tout ça. C'est lui le chef de gang qui organise tout ça. Et au nom de quoi les Congolais sont responsables de la misère du Congo? Au nom de quoi on accuserait les Congolais de ne pas vouloir travailler? Mais la création d'emplois, c'est le rôle du gouvernement. Même aux États-Unis, le temple du capitalisme aux États-Unis, c'était, regardez, entre Trump et Biden. Trump dit, mais moi, quand j'étais président, j'ai baissé le chômage. Mais Trump n'a pas dit aux Américains que chacun se débrouille. Biden dit, l'économie se tient mieux. Je vous ai déjà dit, vérifiez, parmi les chiffres de la santé économique mondiale, c'est le chiffre du chômage aux États-Unis. Mais pourquoi? Même les hommes d'affaires, ils attendent du gouvernement de créer un environnement législatif, un environnement social propice à l'investissement. L'investisseur vient là où le gouvernement met le nécessaire. Donc, le gouvernement est au cœur du problème. Si au Congo, il y a cette misère, cette médiocrité, c'est d'abord la faute du gouvernement. Que ce soit un pays socialiste, un pays capitaliste, un pays communiste, c'est l'État et le gouvernement qui sont responsables de la pagaille
qui sont responsables si les choses ne marchent pas. Le monde des affaires a besoin d'un gouvernement qui sache où on va. On nous dit 200 emplois, on va régler le chômage des jeunes. Mais dites-moi, qui connaît le nombre de jeunes en chômage? Donnez-moi l'institution de la statistique qui fournit le nombre de jeunes. Ils sont combien? Quel est leur parcours scolaire? Quel est leur parcours de formation professionnelle? Quels sont leurs diplômes professionnels? Quelles compétences ils ont? Et où sont-ils? À Ouesso, à Pointe-Noire, à Brazzaville, en Banzampoudi, en Banzamankondi, ou à Lukelela, à Lukolela? Où sont-ils? Et donc, il faut des institutions pour que nous ayons une vision claire, de façon scientifique, de la structure socio-économique et socio-professionnelle de notre pays, même si on parle de l'employabilité des jeunes. Mais les jeunes qui vont être employés, lesquels? Qui les a formés? Je vous prends des exemples très simples. Nous avons des usines chez nous, et à chaque fois que cette usine a un problème, il faut aller réparer les pièces à l'étranger. Or, qu'est-ce qui se passe? Les usines sont là pour favoriser aussi les petites et moyennes industries et petites et moyennes entreprises. Et c'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Chine, ce ne sont pas les grosses usines qui sont des gros employeurs. Ce sont les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Mais vous avez des gens qui ont étudié ça, qui sont spécialistes, qui peuvent expliquer au gouvernement. Je prends le port de Pointe-Noire, la raffinerie de Pointe-Noire. Je vous prends que 2 exemples. En réalité, en termes d'emploi direct dans la raffinerie et au port, et d'emplois indirects via les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries qui viennent au secours du port pour que le port fonctionne, mais on doit avoir entre 300 et 400 000 emplois. Puisque la raffinerie et le port vont impacter jusqu'à Ouesso. Donc, jusqu'à Ouesso, ceux qui font du business à Ouesso auront besoin de la production de notre raffinerie et de notre port pour l'import-export. Mais vous avez des gens qui ont étudié ça, qui peuvent mieux expliquer ça que moi et mieux les mettre en pratique. Eh bien, il faut aller les chercher. Or, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, maintenant, les enfants du président vont se servir dans les caisses de la douane à Pointe-Noire. Mais vous trouvez ça sérieux? Quel pays nous voulons construire? Les populations congolaises ont montré aujourd'hui, à travers des actions de la société civile, qu'elles sont suffisamment éclairées et elles ne vont plus se laisser berner par les prestigitateurs qui font des petits jeux de magie pour le... Non, ça c'est fini. Les populations congolaises ont atteint la maturité politique pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour elles. Pour savoir qui fait bien, qui ne fait pas bien. Et pour le moment, ils ont dit pour ce pouvoir-là, 0 pointé. Donc, ce que nous attendons des intellectuels congolais, des professeurs congolais, des journalistes congolais, c'est une analyse à la hauteur de leur intelligence. Comme le disait le grand maître Karl Marx dans sa 11e thèse sur Feuerbach, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes façons. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de le transformer. Et nous ne voulons plus de ces intellectuels qui viennent nous réciter des grandes connaissances, des grands savoirs. Nous voulons du concret. Dites-nous, comment on fait pour que le poisson du fleuve arrive dans les assiettes des Congolais? Dites-nous comment on fait pour que le poisson du fleuve arrive dans l'assiette des Congolais. Les enfants congolais ne peuvent pas souffrir parce qu'on a le poisson dans le fleuve, dans le Djoué, dans l'Aléfini, dans l'Ubangi, dans le Niari, la Bouenza. Comment transformer notre pays? Comment transformer les fruits qui pourrissent dans nos villages? Allez au nord du Congo, vous allez voir. Même les oiseaux n'arrivent pas à manger tous les fruits, même les Ngembo. Allez au nord, vous allez voir. Allez partout au Congo. Comment transformer ces fruits-là en compote pour nos bébés? C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Et on n'a pas besoin d'aller chercher les Rwandais, les Chinois ou... Non. On n'a pas besoin. Comment former ceux qui vont s'occuper de notre industrie pétrolière, de notre industrie agroalimentaire? C'est de ça que nous voulons. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Que de nous fournir le gros français d'Asie Dominique de Marseille, mais qui ne sert à rien. Il n'y a aucune pratique. On ne sait même pas de qui il parle, de quoi il parle. On ne sait pas. Mais soyons concrets. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. Ça, c'est le rôle des partis politiques. Même au PCT. Mais soyez sérieux. Soyez rigoureux. Ma rigueur, mais ça ne vient pas de moi. Ça vient déjà de mon éducation. Mais ma rigueur vient d'où? Mais ça vient des enseignants que j'ai eus depuis l'école primaire.
À l'université, je vous dis souvent, j'étais à la faculté des lettres et des sciences humaines. Mais j'ai dit un grand merci à tout le monde, tous les professeurs que j'ai eus. J'ai souvent cité Abraham Dingabo, mais allez vous asseoir et écoutez ce monsieur parler. Yvon Norbert Gambeg, allez vous asseoir et écoutez Yvon Norbert Gambeg parler. J'ai encore certains de mes cours du département d'histoire, tellement que je suis tombé amoureux de leur enseignement. J'ai encore gardé certains cours, notamment le cours d'Yvon Norbert Gambeg, anthropologie et histoire. Mais quand je le lis encore aujourd'hui, j'ai des frissons. Je me rappelle encore de la rigueur d'Emmanuel et Sakomba, paix à son âme. De la rigueur de Gabou, d'Abanzounou, paix à son âme. Madame Diandinga Scolastique, qui était aussi très sévère, très rigoureuse, mais c'est tout ce monde-là, c'est tout ce monde-là qui nous a appris cette rigueur que je suis en train de vous retranscrire aujourd'hui. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas être dans le progrès avec du bricolage, avec ce que certaines tribus appellent Bimbi Kakre Kakre. C'est-à-dire que Ndunda Zaba, je crois que c'est les Congolari qui parlent de Ndunda Zaba. Non, le progrès, c'est une question scientifique. Mais aujourd'hui, on voit bien parmi les intellectuels congolais, ils supportent le pouvoir de Sassou parce qu'ils sont mochis, c'est tout. Mais c'est triste. C'est triste d'entendre des grands professeurs critiquer les ministres qui prennent des 10% et ne pas citer le nom de Sassou qui est le premier 10% au Congo. Les bras tombent. Soyons sévères. Je vous donne un conseil. Vous voulez que le Congo avance? Soyons sévères. Même si le président est de votre village et qu'il fait mal, dites-lui que vous faites mal, la prochaine fois je ne voterai pas pour vous, si tant est que vous allez voter. Ne soutenez pas les gens parce qu'ils sont seulement de votre village. C'est pas possible, c'est pas scientifique, c'est pas intellectuel et c'est pas ça le cadre. Le cadre, il est sévère, il est tranchant. Le cadre, il est sévère, il est tranchant. Même s'il est de votre village, c'est niette. S'ils font mal, c'est niette. En 27 ans de pouvoir, on ne peut pas blâmer le peuple congolais. Le CRC a démontré qu'en 27 ans de pouvoir, le Congo a produit 133 000 milliards de francs CFA de richesse. Où est passé cet argent? Passé un truc intriguant ce week-end là-bas, un anniversaire un peu particulier, l'anniversaire de la première dame du Congo, c'est elle, voici Antoinette Sassou Nguesso, femme du président Sassou Nguesso, dont voici la fiche Bristol, le président Denis Sassou Nguesso est donc militaire, il est à la tête du Congo depuis 1979, il a perdu les premières élections libres organisées dans le pays, revient au pouvoir en 97 après une guerre civile, sous le coup d'une enquête sur son patrimoine en France dans l'affaire des biens mal acquis, oui, il est au pouvoir depuis près de 40 ans. Voici aussi la fiche Bristol du Congo. Le Congo compte 4 millions d'habitants et 3% de croissance, c'est très bien. Et le 4e producteur de pétrole du continent, il a des réserves de fer, de potasse, d'or et de gaz. Et voici une autre fiche Bristol du Congo. Un habitant sur 2 sous le seuil de pauvreté, 2 ménages sur 3 sans électricité, 3e pire pays du monde pour faire des affaires, classé 144 sur 174 à l'indice de perception de la corruption. Et c'est en ça que l'anniversaire était étonnant. Selon plusieurs articles, plusieurs sources, le prix de l'anniversaire à Saint-Tropez de la première dame a coûté 1 million d'euros. Soyons rigoureux. Où est passé cet argent? C'est comme des parents qui travaillent, qui ont un salaire, et les enfants n'ont rien à manger, les enfants n'ont pas la santé, les enfants n'ont pas d'habits, les enfants ne vont pas à l'école, et puis le père dit « Ah, mais je ne gagne pas beaucoup. » Peut-être, mais qu'est-ce que tu fais déjà avec le peu que tu gagnes? Rendant déjà public l'usage du peu d'argent qui entre dans les caisses de l'État. Comment on verrouille les caisses des finances publiques? J'ai déjà proposé un paradigme nouveau aux Africains. Le panafricanisme dialectique. Arrêtons avec ce panafricanisme qui consiste juste à insulter l'Occident, insulter, condamner l'Occident. Le panafricanisme dialectique, que je définis aussi comme panafricanisme de développement, doit nous pousser, nous les Africains, de critiquer d'abord nos propres pratiques. Parce que la ministre qui signe un document, 20 ans, 200 emplois, c'est elle qui est d'abord responsable. Ce n'est pas le Chinois qui vient. Le Chinois vient faire son business. Le monsieur de Soukali, ce n'est pas lui que je vais blâmer, mais c'est Christelle Denis Sassou Nguesso qui n'a pas compris que le fast-food crée des problèmes de santé publique pour la population et surtout la population jeune qui est encore en croissance.
Mais lui, il vient faire son business, on est venu le chercher. Ce n'est pas lui qui est venu au Congo. Donc, le panafricanisme dialectique que je vous propose doit consister d'abord à critiquer les élites africaines qui sont en train de détruire l'Afrique pour leurs propres intérêts, en allant chercher n'importe quelle médiocrité. Si on veut coopérer avec l'étranger, c'est normal. La coopération internationale existe, on ne peut pas refuser. Mais il faut aller chercher l'excellence à l'étranger. Or, même à l'étranger, on va chercher la médiocrité pour venir alimenter leur propre médiocrité. Mais la somme des médiocrités ne donne jamais l'intelligence. La somme des échecs ne donnera jamais la réussite. Ça sera toujours l'échec. C'est, je crois, l'homme politique Ngouabi, Jean Ngouabi, qui disait pendant la transition qu'on ne peut pas monter sur le dos d'un démon, d'un diable, de Satan, et prétendre qu'on va rentrer au paradis. Donc, soyons sérieux, mes chers compatriotes. Arrêtons de critiquer le peuple congolais. Il faut plutôt aller vers le peuple, comprendre les problématiques du peuple et regarder vers les gouvernants en disant, mais tenez, ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des maladies. Ce n'est pas le gouvernement qui informe le peuple. La chigunulose à Dolisie, sans revenir là-dessus, ce sont les habitants qui se plaignent sur Internet. Et le gouvernement est en retard dans sa réaction. Alors qu'à Dolisie, vous avez le maire de Dolisie, vous avez le préfet du Niari, vous avez les députés de Dolisie et du Niari, vous avez les sénateurs du Niari, vous avez toutes les institutions du Niari, zéro. L'hôpital général du Niari et les autres hôpitaux du Dolisie, personne n'a vu venir. Et ces gens disent qu'ils vous gouvernent, mais ils gouvernent quoi? C'est quoi gouverner? Gouverner, c'est prévoir, mais ils anticipent quoi? Quel est même le relais en termes d'alerte, de relevé statistique, de relevé de données, d'analyse des données? Zéro. Zéro. Donc voilà, chers téléspectateurs de R7, j'espère que vous m'avez bien compris et j'espère que les gens vont arrêter de critiquer le peuple congolais. Mais tout comme les peuples du monde entier, on doit arrêter de les critiquer. On doit plutôt être de leur côté, les comprendre, les instruire, les éduquer, les former pour que le peuple soit utile à la nation, à la République et à l'État. Dans tous les pays du monde, ce n'est pas pour rien que même les pays capitalistes comme les États-Unis ou la France, la scolarité est obligatoire. Mais pourquoi? Et pourtant, on peut dire Motonamoto Abongisa. Non, la scolarité est obligatoire. Les études, c'est très important. Faites attention à ceux qui vous disent, oui, on n'a pas besoin des études, les diplômes, ça ne sert à rien. C'est faux. C'est faux. 99% de ceux qui dirigent le monde, ils ont étudié. Personne n'ira monter dans un lit d'hôpital ou ira dans un bloc opératoire et il va accepter d'être opéré par un féticheur. Il voudra un chirurgien qui a étudié. Donc, c'est très important de prendre en charge la population, de s'occuper de la population, que de dire aux gens que vous nous emmerdez, vous nous embêtez. Nous allons créer une task force pour répondre sur Internet dès lors que le gouvernement sera attaqué. Mais je vous propose, au lieu de créer une task force sur Internet pour répondre, je demande à débattre avec cette task force. Débattons, il y a des chaînes de télé qui existent. Il y a Télé Congo, il y a DRTV, il y a R7, il y a Ziana TV. Débattons devant les Congolais et au lieu de répondre derrière un micro, et moi je suis favorable au débat public devant les Congolais pour qu'on sache où est-ce qu'on va, comment on construit notre nation, comment on construit la République, de quel modèle, de quel système on a besoin, comment on fait pour que les Congolais vivent bien. Parce que le rôle du pouvoir, c'est de faire correspondre le niveau de vie des populations avec la quantité de richesses fabriquées dans le pays. Nous avons fabriqué 133 000 milliards de francs CFA en 27 ans. Nous avons eu 14 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le débat c'est pourquoi toute cette somme d'argent n'a pas permis au Congo de payer sa dette et de régler les problèmes du quotidien des Congolais. Voilà la ligne. Le reste, c'est du bullshit, c'est du n'importe quoi. Tout ce qui vous raconte le reste, c'est du n'importe quoi. Nous avons eu l'argent. Où est passé cet argent et pourquoi nous ne vivons pas bien dans notre pays? Voilà, chers téléspectateurs de R7, ce que je comptais échanger avec vous sur cette notion, ce concept de société civile et son rôle, c'est de pousser au changement, de pousser et de pousser au changement. J'espère que vous allez être nombreux à liker, à commenter comme d'habitude et c'est toujours avec un grand plaisir, je réponds à vos commentaires et je vous dis à bientôt autour d'une nouvelle chronique sur une nouvelle thématique.